États-Unis, les ménages ont réduit leur consommation en octobre, et ce pour la première fois depuis mars, signe que le ralentissement de la croissance des revenus, l'épuisement de l'épargne excédentaire et les conditions de crédit restrictives limitent la volonté et la capacité des consommateurs à dépenser. Dans le détail, corrigé des variations saisonnières mais non de l'inflation, les ventes au détail ont chuté de 0,1% en octobre par rapport au mois précédent. C'est mieux que ce à quoi s'attendait le consensus puisque les économistes avaient modélisé un recul de 0,3%. Ce recul des ventes au détail associé à un ralentissement des embauches et à un repli de l'inflation indique que l'économie américaine ralentit après une croissance surprenamment forte pendant une grande partie de cette année, et ce alors que la Réserve fédérale a relevé ses taux d'intérêt à 11 reprises depuis mars 2022, les portant ainsi à leur plus haut niveau depuis 22 ans. Je vous rappelle que les économistes anticipent un ralentissement de la croissance économique au cours des derniers mois de l'année. Or, les ventes au détail représentent une partie des dépenses totales des consommateurs qui représentent elles-mêmes environ les 2/3 de l'activité économique globale. Toujours aux États-Unis, l'indice des prix à la production a chuté de 0,5% en octobre, a annoncé hier le ministère du Travail. Il s'agit d'une baisse par rapport à l'augmentation de 0,4% enregistrée le mois précédent. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal prévoyaient une hausse de 0,1%. En Chine, et d'après le Bureau d'État des statistiques, les prix des logements neufs ont chuté pour le 4e mois consécutif en octobre. Ils ont ainsi reculé de 0,3% en glissement annuel après un repli de 0,2% en septembre. Cette baisse est la plus importante depuis plus d'un an et elle concerne 56 des 70 grandes et moyennes villes du pays, contre 54 en septembre. En outre, et c'est un fait notable, les prix des logements neufs dans les 4 villes de premier rang, à savoir Beijing, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen, qui étaient restés inchangés en septembre, ont reculé le mois dernier. Pour les experts du secteur, malgré des mesures de soutien au secteur immobilier, les autorités locales n'ont pas su raviver la demande intérieure et restaurer la confiance des ménages chinois qui désormais ne savent plus si les maisons achetées sur plan seront livrées dans les temps. Selon Nomura, il y a en effet près de 20 millions d'unités prévendues qui ne sont pas encore construites ou qui ont été retardées. Cela équivaut à 20 fois le nombre de projets inachevés du constructeur endetté Country Garden à fin 2022. À l'international, et après un an de relations compliquées, les présidents américains Joe Biden et chinois Xi Jinping ont renoué le dialogue cette nuit en marge du sommet de l'APEC à San Francisco. Leur rencontre, qui a duré 4 heures et que les deux camps ont qualifiée de constructive, devrait déboucher sur une reprise des communications militaires de haut niveau. La Chine s'est également engagée à réduire drastiquement les approvisionnements en composants du fentanyl, cette drogue qui fait des ravages aux États-Unis. Enfin, les deux dirigeants ont prévu d'entamer un dialogue sur les risques de l'intelligence artificielle, mais selon les responsables américains, le véritable succès de ce sommet est moins tangible et réside dans l'opportunité offerte au corps diplomatique américain de traiter directement avec le dirigeant autoritaire de la deuxième économie mondiale. Vent de panique à l'horizon sur les marchés obligataires de la zone euro, c'est une question qui a le mérite de se poser puisque l'agence de notation Moody's doit rendre son verdict demain soir sur sa vision de la qualité du crédit de l'Italie. Si cette décision est tant attendue, c'est parce que Moody's est la seule des 3 grandes agences de notation à avoir classé le pays au plus bas de l'échelle des notes jugées encore sûres et qu'une dégradation signifierait que l'Italie entrerait dans la catégorie junk bond ou en bon français dette spéculative. Selon les analyses de Moody's, je les cite, il existe des risques que la solidité budgétaire de l'Italie soit encore affaiblie par une croissance atone, des coûts de financement plus élevés et une discipline budgétaire potentiellement moins rigoureuse. Ceci étant, et c'est probablement ce qui explique que le spread entre la dette italienne et la dette allemande jugée exemplaire ne s'est pas distendu ces derniers mois, les deux autres agences de notation, elles, ont une vision différente de la qualité de la dette du pays. Mis sous pression de tous les côtés et donc confronté à des coûts de fabrication élevés en raison de la hausse des prix d'une part et de la hausse des taux longs d'autre part, Microsoft a annoncé hier le lancement de ses premières puces 100% personnalisées pour ses centres de données, notamment sur les tâches liées à l'intelligence artificielle. En effet, lors de sa conférence annuelle dédiée à l'innovation, Microsoft a dévoilé plus de 100 nouveautés autour de l'IA, de l'infrastructure nécessaire à son fonctionnement jusqu'aux outils mis à disposition des développeurs pour son déploiement au quotidien, mais c'est l'annonce du lancement de Microsoft Azure Maya et Microsoft Azure Cobalt qui a retenu l'attention des experts du secteur. Microsoft a donné peu de détails techniques permettant d'évaluer
la compétitivité des puces par rapport à celle des fabricants de puces traditionnels, mais selon la presse spécialisée, cette initiative lance officiellement le constructeur dans la course des puces IA face à Nvidia, mais aussi Intel et AMD. Que s'est-il passé hier sur les marchés financiers ? Eh bien, en Europe, les marchés financiers ont clôturé pour la 3e séance consécutive dans le vert. Après le ralentissement de l'inflation plus marqué qu'escompté aux États-Unis, c'est le recul des ventes au détail et la baisse des prix à la production qui nourrissent l'espoir de voir la Fed effectuer son pivot en 2024. Et même si toute surprise à cet endroit serait de nature à provoquer un mouvement de vente important, les investisseurs restent positifs, peut-être trop, et c'est ce que l'on verra. Avec Alexandre Baratès dans un instant, toujours est-il qu'à Paris, le CAC 40 a gagné 0,33% à 7209 points. Le DAX s'est lui apprécié de 0,86% à 15 748 points. On verra avec Eric Seban dans un instant s'il est décent de viser les 16 000 points sur l'indice phare allemand. Et puis enfin à Londres, le ralentissement des pressions inflationnistes en Grande-Bretagne a nourri l'espoir que la Bank of England n'aura pas besoin de maintenir ses taux élevés pendant encore longtemps. Résultat, le FTSE a pris 0,62% à 7486 points. Aux États-Unis, les principaux marchés actions ont salué le recul de l'indice des prix à la production aux États-Unis, recul qui nourrit, comme on vient de le voir, l'optimisme pour la fin du cycle de resserrement monétaire de la Fed. Le Dow Jones a pris 0,47% à 34 991 points, le S&P 500 a gagné 0,16% à 4 502 points, enfin le Nasdaq Composite a symboliquement grappillé 0,07% à 14 103 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en baisse dans un sentiment globalement contrarié par la hausse des rendements américains. Le Nikkei a circulé de 0,28% à 33 424 points en France, alors que le SBF 120 s'est apprécié de 0,32%. Orpea a fini en tête de l'indice grâce à son gain de 24,48% à 60 centimes d'euros. Le cours s'est calé sur le prix de souscription de la nouvelle augmentation de capital. A l'inverse, Alstom a plongé de 15,03% à 12,04 €. C'est la seconde fois en un peu plus d'un mois que le titre est chahuté de la sorte. La dernière fois, c'était le 5 octobre. Le titre avait alors dévissé de près de 38% après que le groupe ferroviaire ait lancé un avertissement sur son cash flow libre. Hier, c'est la perspective d'une augmentation de capital qui a fait reculer le titre. Sur le marché des rendements obligataires, les rendements ont rebondi hier alors que les données sur les ventes au détail aux États-Unis laissent penser que l'économie américaine ralentit. Les rendements US à 10 et 2 ans à l'heure de la clôture en Europe ont tous les deux pris 11 points de base, respectivement à 4,553 et 4,933%. En zone euro, le rendement du Bund à 10 ans a pris 3 points de base à 2,644% et celui à 2 ans est lui resté stable à 3,014%. Sur le Forex, après son gadin de la veille, le dollar a retrouvé des couleurs. Le dollar index a pris 0,26% alors que l'euro a abandonné lui 0,33% à 1,0843 $. Les prix du pétrole ont cédé du terrain hier sous l'effet de la probabilité que le marché voit une offre dépasser la demande. C'est en tout cas ce que contient un rapport de l'OPEP qui a indiqué mardi dernier que le marché pourrait être moins tendu que prévu au 4e trimestre en attribuant cela à de solides gains de production du côté du Brésil et des États-Unis notamment. Dans cette ambiance, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison janvier a perdu 1,56% à 81,18 $. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison décembre, a lui cédé 2,04% à 76,66 $ le baril. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 16 novembre et juste après, nous retrouverons comme premier et comme convenu Eric Seban qui analysera pour nous les premiers mouvements à la bourse de Francfort. A tout de suite sur Téléfinance.